Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle matinée de débat en ligne proposée par la Mutualité française Occitanie. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année à tous, la santé surtout. Ravie donc de vous accueillir, vous qui vous êtes connectés tôt ce matin pour nous suivre. Merci beaucoup. Événement une fois encore interactif puisque vous allez avoir la possibilité à l'issue de la table ronde qui va suivre eh bien d'interpeller nos intervenantes pour leur adresser vos questions à travers le chat qui s'affiche en bas de votre écran. Cette session est enregistrée. Elle sera en replay, comme à chaque fois, sur la chaîne YouTube de la Mutualité. Santé et environnement, une relation à haut risque, c'est donc le thème de notre discussion de ce matin. Je vous présenterai mes invités dans quelques secondes. Mais tout d'abord, j'aimerais accueillir le président de la Mutualité française en Occitanie, Pierre-Jean Gracia. Bonjour Pierre-Jean. Sophie, bonjour à toutes et à tous. Vous me permettrez à mon tour de souhaiter les meilleurs vœux au nom de la Mutualité française Occitanie à l'ensemble des participants et à tous ceux qui revivront effectivement ce webinaire. 2022, et ça n'a échappé à personne, est une année élective et comme a pu l'exprimer notre président national Éric Chenu, la Mutualité française souhaite porter les questions de protection sociale au cœur des débats publics. Notre mouvement poursuit du coup sa mobilisation à l'instar de ce qu'il avait fait en 2017 et à l'approche des élections présidentielles et législatives, il s'engage à faire émerger le sujet de la santé dans le débat électoral avec notamment la réouverture de notre site internet Place de la Santé. Ce site décrypte les programmes des candidats en matière de santé, recueille les témoignages sur la question de l'accès aux soins donnés par les Français, les citoyens, et met en lumière des propositions qui ont été formulées par la Mutualité française et qui ont été adressées aux candidats. Le point d'orgue de cette mobilisation se tiendra le 1er mars au Palais Brognard, où il y aura un grand oral des candidats sur les sujets de santé et de protection sociale. La Mutualité française que je présente en Occitanie reste un acteur clé de la politique de santé sur les territoires et contribue activement à l'accès aux soins pour toute la population d'Occitanie. J'en veux pour preuve les plus de 500 services de soins et d'accompagnement mutualistes employant près de 10 000 salariés pour un chiffre d'affaires qui, à ce jour, dépasse le demi-milliard d'euros. Ces services de soins et d'accompagnement sont répartis sur l'ensemble du territoire et fournissent des soins et des services de la petite enfance à la fin de vie, tout en incluant dans l'ensemble de leur activité beaucoup d'activités de prévention. Cette mobilisation, nous la partageons par ailleurs avec d'autres organismes, d'autres organisations, puisque la Mutualité, en tant que mouvement social, s'est engagée pleinement dans le pacte du pouvoir de vivre et milite avec plus de 60 autres organisations en faveur d'un modèle d'emploi durable, d'une société plus écologique, plus sociale et plus démocratique. Notre conviction est que la solution aux problèmes de notre société impose aujourd'hui d'aller un peu plus loin en matière d'écologie, de justice sociale et bien sûr de démocratie pour l'ensemble des citoyens. C'est dans cette perspective que le collectif du pacte du pouvoir de vivre propose près de 90 propositions qui seront là aussi mises à l'aune des programmes des différents candidats des présidentielles et des futurs candidats des législatives. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui concerne la santé environnementale. L'Organisation mondiale de la santé estime que 23% des décès et 25% des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribués à des facteurs environnementaux et comportementaux. Avant même la crise sanitaire, les Français se disaient très inquiets du fait de nombreux facteurs environnementaux susceptibles de nuire à leur santé. La pandémie du Covid-19,
que nous continuons de subir est venu confirmer que l'impact de notre environnement sur la santé est réel, nous rappelant avec force les liens étroits qui les rapprochent. Le débat qui va suivre sera donc très riche. Je remercie le professeur Marano qui sera présente sur ce plateau, Madame la députée Elisabeth Toutu-Picard et Madame Séverine Salgado, la directrice de la mutualité, qui vont nous éclairer sur le sujet et qui nous font l'honneur d'intervenir dans le cadre de cette table ronde intitulée Santé-environnement, le à haut risque. Place de la Santé est organisée en partenariat avec les équipes techniques de Via Occitanie, que je remercie pour à la fois leur présence, mais toujours leurs compétences techniques. Je vous souhaite une belle conférence et n'hésitez pas à faire la promotion pour le replay de ce webinaire. À vous, Sophie. Merci Pierre-Jean. Et je vais vous laisser céder votre place tout de suite à Madame Marano au cours d'un petit jingle. Voilà, place au débat. Je vous présente sans plus attendre nos 3 intervenantes, car aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir 3 femmes pour ce débat. La Dream Team, j'ai envie de dire, Madame Franceline Marano, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université Paris, présidente de la commission risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Vous faites partie depuis longtemps du GSE, le groupe interministériel santé-environnement, et vous avez travaillé à l'élaboration et au suivi des 3 plans nationaux santé-environnement. On va en reparler évidemment. Merci d'être là. On accueille depuis Paris à distance Madame Elisabeth Toutu-Picard. Bonjour, vous êtes députée, bonjour à vous, députée de la 7e circonscription de Haute-Garonne et présidente du groupe interministériel santé-environnement et de la commission d'enquête parlementaire sur la politique publique en matière de santé-environnement qui ont permis donc d'enrichir les travaux du PNSE. On va en reparler. Et puis nous accueillons aussi avec grand plaisir Séverine Salgado. Bonjour Madame Salgado. Vous êtes également à distance depuis Paris. Merci d'être là et vous êtes directrice générale de la mutualité française. Voilà. Donc en quoi la pollution de l'air, les pesticides ou les cosmétiques sont-ils des facteurs de risque pour notre santé? Comment adapter les politiques de santé-environnement selon nos spécificités régionales? Ça nous intéresse particulièrement. Comment la prévention également peut-elle jouer un rôle clé dans la limitation des risques? Voilà quelques éléments de contexte qui ont été posés par Pierre-Jean Gracia il y a un instant. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question qui va s'adresser à vous, Madame Marano. En quoi la pollution de l'air, les pesticides ou bien encore les cosmétiques sont-ils des facteurs de risque pour notre santé ? Bien, tout d'abord, je tiens à remercier de m'avoir invitée ici. Je trouve que c'est un grand honneur. Donc, je suis très contente aussi d'être dans un groupe de femmes. Je connais bien Elisabeth Toutu-Picard qui acte de façon très importante à l'Assemblée nationale pour cette question de la santé environnementale. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'OMS classe la pollution de l'air parmi les facteurs les plus importants dans les risques environnementaux pour la santé. Elle considère que 7 millions de décès anticipés à travers le monde donc sont liés à la pollution de l'air, air extérieur et air intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'air intérieur joue aussi un rôle important, donc a un impact important pour notre santé. Et parmi les pathologies qui sont associées à la pollution de l'air, eh bien, il y a avant tout, et c'est assez étonnant peut-être, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire infarctus du myocarde, voire AVC. Et puis les pathologies respiratoires, bien sûr, c'est-à-dire bronchite chronique, asthme, et puis cancer pulmonaire. Donc ne pas oublier que les gens qui ont de la fragilité en termes de maladies cardiovasculaires, eh bien, ont un risque supplémentaire avec une forte pollution de l'air.
En ce qui concerne les pesticides, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, en fait l'expertise collective de l'INSERM, qui suit une première expertise donc de quelques années, et qui montre que les pesticides, effectivement, ont un impact essentiellement, d'ailleurs, dans le milieu agricole, hein, mais aussi peut-être pour les riverains, les choses sont moins claires. Et donc l'expertise a classé en fait les impacts des pesticides en fonction de la probabilité de ces impacts sanitaires, et par exemple avec un impact important donc sur les lymphomes, sur donc les maladies donc, et les cancers du sang, la maladie de Parkinson, bien sûr le cancer de la prostate, on a vu ce qui se passait aux Antilles, etc. Donc je vous conseille de consulter cette expertise collective de l'INSERM qui donne beaucoup d'informations sur les risques associés aux pesticides. Pour terminer sur les cosmétiques, les choses sont moins claires en termes de pathologie. Ça serait plutôt donc autour des allergies et puis de certains composés comme les nanoparticules qui sont utilisés dans les crèmes solaires. Mais là, on peut considérer qu'il y a aussi un bénéfice important puisqu'elles protègent bien sûr des rayonnements UV. Alors, les pollutions massives, on va dire, de l'ère industrielle ont régressé, heureusement. En revanche, les avancées des études épidémiologiques ont mis en évidence des effets chroniques sur la population générale tout aussi alarmants, on va dire. Ma seconde question est la suivante. Quel est finalement, Madame Marano, le nouveau visage de la pollution ? Alors, vous avez tout à fait raison qu'il y a eu des diminutions tout à fait importantes grâce donc aux normes européennes surtout, qui sont obligatoirement ensuite transcrites en droit français. La pollution de l'air, et on a tendance à ne pas en avoir conscience, a fortement diminué depuis les années 1990. Par exemple, pour le dioxyde de soufre, c'est une diminution de 80%. Pour les oxydes d'azote et même les particules aux alentours de 50%, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des effets. Hein. Bon, j'ai oublié tout à l'heure de vous évoquer le chiffre des décès anticipés en France liés à la pollution de l'air. C'est 40 000 décès anticipés d'après Santé publique France. Mais il y a de nouveaux risques qui apparaissent, entre autres avec bien sûr la problématique du changement climatique, hein, où les risques sanitaires vont être associés à plus d'UV, par exemple, pendant l'été. Il faut penser aux expositions excessives des jeunes enfants, par exemple, qu'il faut absolument protéger parce que ce potentiel d'exposition dans le jeune âge peut être un fort risque de développement de cancers comme les mélanomes qui sont en forte progression dans le futur. Donc il y a aussi tous les mélanges associés à des expositions faibles, mais donc multiples. C'est une problématique ancienne, mais qui est donc vraiment importante à traiter. Et puis la problématique des perturbateurs endocriniens qui a commencé à émerger il y a quelques années, mais qui reste aussi un vrai souci actuellement. Alors, la France fait partie, et heureusement, des États européens les plus engagés en matière de santé et environnement. Depuis la conférence de Budapest en 2004, elle élabore tous les 5 ans un plan national santé-environnement, le PNSE. On en est au 4e qui a été lancé, on va y revenir au mois de mai dernier. Les 3 précédents plans nationaux ont permis des avancées quand même majeures, notables, on peut le dire, en France. On va parler, je l'ai dit, de ce 4e plan dans un instant, mais Madame Marano, vous avez présidé le comité d'appui scientifique permettant l'élaboration des enjeux du 3e PNSE. Quel est le bilan de ce 3e PNSE avant de parler de l'engagement dans le 4e ? Alors, donc, effectivement, d'ailleurs, j'ai participé et présidé pour le PNSE 3 à l'élaboration de ce plan, mais des précédents également. Hein. Donc, j'ai vu de près l'évolution de ces plans. Alors, pour le 3e plan, il y avait des enjeux qui étaient ces 4 enjeux dont vous parlez et qui concernaient en particulier une meilleure connaissance des expositions, cette problématique
des risques chroniques aussi liés à l'exposition. Les perturbateurs endocriniens, c'est surtout dans ce troisième plan on a lancé la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc il y avait eu un certain nombre de choses importantes qui ont pu se faire grâce à ce plan. Mais il y avait trop d'actions, trop disparates, pas suffisamment d'indicateurs pour permettre de voir l'impact de ces actions. Et donc, il a été relativement critiqué, même s'il y avait vraiment des avancées, comme je l'ai évoqué, et sur en particulier les perturbateurs endocriniens. On va y revenir dans un instant, mais j'aimerais qu'on entende Madame Toutu-Picard depuis Paris. Donc, Madame Toutu-Picard, vous avez présidé le comité de suivi national appelé Groupe Santé Environnement, le GSE, qui permet de suivre et d'orienter la mise en œuvre des actions du plan national santé environnement. Comment est-ce qu'on suit concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre un tel plan, le plan national santé environnement? Alors tout d'abord, merci et bonjour à tout le monde. Merci à la Mutualité française de m'associer à cette table ronde. J'en suis ravie et puis ça me donne l'occasion de retrouver Franceline Marano avec laquelle nous avons travaillé énormément sur les questions de santé environnementale. Et donc, ravie d'être des votes ce matin. Alors, comment on s'organise en France sur les questions de santé environnementale? Comme vient de le dire Madame Marano, le premier PNSE remonte déjà à un certain nombre d'années, puisque c'était vers les années 2004 que le premier PNSE a été lancé. Et il a été rapidement suivi en fait de la création de ce groupe santé et environnement que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis 2018, juin 2018. Ce GSE, c'est en fait, on peut considérer que c'est une espèce d'agora en fait de la santé environnementale. C'est une instance officielle qui a été créée dans la foulée du Grenelle de l'environnement. C'est une instance participative, il y a eu 150 parties prenantes. Et le rôle de ce GSE, c'est de réfléchir au contenu et ensuite de s'assurer de la mise en application du contenu du plan national santé-environnement. Le PNSE est donc l'outil de politique publique en France qui décline la stratégie de protection contre les polluants de la population. Voilà comment ça marche. Donc on a l'Agora avec le groupe Santé Environnement, une instance de discussion extrêmement participative avec une représentation extrêmement large, avec différents collèges. On a les services ministériels, les cabinets, les agences. On a également la représentation du monde économique, patronat, salariés. On a les universitaires, chercheurs et également toutes les organisations environnementales, des associations de médecins. Et tout ce monde travaille dans des groupes de travail thématiques qui ont été définis dans le cadre donc du PNSE 4. Et le PNSE 4, enfin les PNSE, dont la 4e version vient de sortir en mai, oui. Et la déclinaison concrète de cette stratégie publique en matière de santé-environnement. Alors voilà, justement, actuellement, c'est ça. Nous sommes sur le 4e plan national santé-environnement 2021-2025. Il a été lancé en mai 2021. Il est copiloté par les ministères des Solidarités, de la Santé et de la Transition écologique. Et il est le résultat, vous l'avez dit, d'une concertation menée avec l'ensemble, évidemment, des parties prenantes dans le cadre du groupe santé-environnement GSE que vous présidez, Madame Toutu-Picard. Qu'est-ce qu'on attend finalement de ce 4e plan national? Alors je vous dirais très franchement et très directement qu'il soit plus efficace que les plans précédents. Parce qu'effectivement, Madame Marano a souligné toutes les avancées réelles qui ont découlé du PNSE 3, mais le PNSE 3 fait quand même l'objet de bon nombre de critiques, et notamment sur son caractère, disons, incantatoire. Peut-être par excès d'ambition, il y avait plus d'une centaine d'actions qui étaient inscrites, et puis surtout un gros problème de gouvernance. C'est ce qui est apparu d'ailleurs dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée fin 2020, une espèce de découragement des 64 personnes auditées au cours de cette commission d'enquête,
pour comprendre comment ça fonctionne, notamment en termes de gouvernance. On ne sait pas très bien qui fait quoi, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou que ce soit au niveau des territoires. Et ça, c'est un gros souci parce que chaque territoire a son type de problématique santé environnementale. Il faut savoir que par ailleurs, on a dénombré plus d'une trentaine de plans sectoriels qui, de près ou de loin, s'intéressent à la santé environnementale, mais que justement, il manquait une espèce de plan chapeau pour assurer la coordination entre tous ces plans qui fonctionnent en plan silo. Et c'est un des objectifs qui a été donné justement à ce PNSE 4, d'essayer de ramener un peu de cohérence et améliorer la gouvernance générale de la politique nationale. Et Alors, on va revenir... Oui, allez-y. Je vous en prie, allez-y, Madame. Je disais, en étant beaucoup moins ambitieux, de la centaine d'actions qui étaient inscrites dans le PNSE 3, nous avons ramené ça à une vingtaine d'actions pour avoir la certitude de réellement les mettre en application. Et puis après, il y a tout cet encadrement méthodologique, comme vient de le dire Francine Marano, les problèmes d'indicateurs, d'éléments d'évaluation, d'objectifs quantifiés qui manquaient vraiment durement dans les plans précédents. Voilà. Alors, on va revenir sur la question de la gouvernance, évidemment, question clé, mais autre question clé, autre thème important, Madame Marano, la prévention, elle est essentielle sur ce sujet. Comment est-ce que la prévention peut jouer réellement un rôle dans la limitation des risques ? C'est absolument essentiel. D'ailleurs, nous avons pu faire en sorte que dans la stratégie nationale de santé, au Conseil de santé publique, les questions de santé environnementale puissent être introduites dans le cadre de la dernière stratégie nationale de santé et en termes de prévention. C'est un des thèmes principaux de la SNS. Et la prévention, ça permet justement, et en particulier quand il s'agit des jeunes parents en projet d'enfants, également les femmes enceintes et les jeunes enfants pendant les 1000 premiers jours de l'enfance, de faire extrêmement attention aux expositions. On sait actuellement, grâce à des recherches depuis une vingtaine d'années, que donc, les expositions pendant la vie fœtale et dans la toute petite enfance peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes à l'âge adulte et que de nombreuses pathologies chroniques sont associées à ce qui s'est passé pendant la vie fœtale et la petite enfance. L'exposition au soleil, notamment, entre autres, l'exposition au soleil pour les petits-enfants, et on ne pointe pas suffisamment cette question en France, d'où l'augmentation tout à fait importante des mélanomes. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le fait de ne pas considérer suffisamment la qualité de l'air intérieur, par exemple, avec une augmentation des allergies, des allergies respiratoires. Un certain nombre de contaminants de l'air intérieur sont associés à ces allergies. Donc il y a toute une série de problèmes à prendre en compte en termes de prévention sur la santé et environnement. Vous avez répondu en partie à cette prochaine question, mais comment chaque citoyen, parce que c'est aussi de sa responsabilité, peut-il être acteur de sa santé et de son environnement? Comment mieux les impliquer finalement? Alors, c'est vrai qu'on considère que les risques environnementaux, ce sont des risques subis. Donc, la population a tendance à penser que c'est à l'État, aux collectivités régionales, voire locales, de prendre en compte ces questions de prévention, et pas à eux. Alors que nous avons tous aussi un rôle à jouer dans cette prévention. Et d'ailleurs, pour sensibiliser les individus à cette question, c'est la première action du PNSE 4, c'est de permettre d'envoyer des messages personnalisés dans le cadre d'un site qui s'appelle Recosanté, et où on peut, en fonction de l'endroit où on habite, ça, c'est aussi ses problématiques personnelles, avoir des indications pour faire une meilleure prévention.
Alors, j'aimerais qu'on entende à présent Madame Salgado depuis Paris à distance. Merci d'être avec nous également. Ma question est simple, Madame Salgado. Que fait la mutualité au niveau national en matière de prévention pour limiter les effets de l'environnement sur notre santé? Quelles sont donc les initiatives nationales? Bonjour à toutes, je dis à toutes puisque nous sommes majoritairement féminines autour de cette table, ravie également d'intervenir à vos côtés, mesdames. Et donc, alors, la Fédération nationale de la mutualité française, elle intervient à plusieurs niveaux. On a coutume de dire que nous avons 3 missions principales. Nous sommes un mouvement social, nous sommes une fédération professionnelle et nous sommes aussi une fédération qui offre du service à ses membres, donc les mutuelles adhérentes. Et en fait, on intervient sur les sujets de santé environnementale sur ces 3 missions. Sur la mission de mouvement social, je dirais qu'il y a 2 leviers principaux. Le premier, c'est nous avons une mission ou un devoir d'alerte sur les sujets de santé environnementale et nous avons aussi une mission de contribution au débat public. Et donc chaque occasion pour nous est une occasion de rappeler des enjeux en santé publique d'une manière générale, en santé environnementale également. Alors depuis, je dirais, notre congrès, vous savez, nous avons un congrès de la mutualité française tous les 3 ans, je dirais que c'est depuis 2009 que la santé environnementale est devenue une de nos priorités en matière de santé publique. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque occasion est pour nous une occasion de rappeler les enjeux de santé environnementale. Je citerai juste les dernières initiatives que nous avons pu prendre en matière de contribution au débat public. Nous avons par exemple publié fin 2020, en collaboration avec l'Association des maires de France, le premier baromètre santé sociale, qui avait un volet, un de ces 3 volets était lié à l'environnement. Et tout notre objectif avait été de pointer l'importance qu'a la santé environnementale pour les Français. Nous avions à cette occasion produit un baromètre avec Harris Interactive, baromètre qui disait que 92% des Français étaient désormais convaincus que l'environnement avait un impact direct sur leur santé. Donc en fait, il n'est plus question là maintenant de sensibiliser, j'ai envie de dire, les Français sur ce sujet-là. Ils en ont bien conscience. Il est plutôt maintenant question de leur proposer des leviers pour agir à leur niveau, pour préserver leur capital santé en agissant sur des facteurs environnementaux. L'autre enseignement principal avait été de pointer les disparités territoriales en matière de santé environnementale. J'ai entendu le professeur Marano préciser qu'il y avait des facteurs subis et des facteurs non subis. Effectivement, il y a des facteurs subis, par exemple la pollution, l'exposition au radon. Le radon, vous savez, c'est une substance qui est présente dans les sols. On n'y peut rien quand on vit sur un territoire qui comprend beaucoup de radon, qui est très très concentré en radon. On n'y peut rien. Et en fait, là, on a un vrai sujet de pollution de l'air intérieur. Et puis il y en a d'autres sur lesquels effectivement on peut avoir un impact au niveau individuel comme au niveau collectif. Nous avions aussi sur nos dernières contributions au Ségur de la santé l'année dernière, et puis tout récemment le président Gracial a évoqué notre plateforme pour les élections présidentielles. Nous souhaitons toujours rappeler que nous souhaitons développer une vision globale et transversale de la prévention et de la santé publique. Vous savez, c'est cette notion de One Health ou de santé globale où que la santé animale, la santé humaine, tout est interdépendant et nous devons avoir une vision très transversale de la santé et aussi bien de la santé publique, santé environnementale, santé au travail. Donc ça, c'est très important pour nous et à chaque fois, nous rappelons aussi que seulement 2% de la dépense et de la dépense fléchée ou affectée à de la prévention. Nous sommes de très mauvais élèves en Europe et bien que la prévention soit systématiquement mise au cœur, parce que c'est la formule consacrée, mise au cœur des stratégies nationales de santé, ça reste quand même, autre formule consacrée, le parent pauvre de la santé en France. Et nous avons la conviction que seule une prévention efficace
permettra d'infléchir la courbe des maladies chroniques. Donc ça, c'est vraiment sur nos missions d'alerte, et en même temps, on ne fait pas que pointer les dysfonctionnements. Justement, et là j'en viens à la troisième mission, enfin à une autre mission qui est la mission de fédération professionnelle et mission de service aux membres. Comme nous sommes le premier acteur privé en matière de prévention en France, 8000 actions de prévention sont déployées chaque année en France par nos unions régionales ou nos mutuelles. Nous sommes aussi apporteurs de solutions. Donc à chacun des dysfonctionnements que nous avons pu pointer, nous essayons d'apporter des solutions. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que fédération ou en tant que fédération professionnelle, ou quel service on peut apporter à nos membres? Eh bien déjà, assez logiquement, comme toute entreprise, comme beaucoup d'entreprises en France, nous développons une responsabilité sociale et environnementale que nous déclinons auprès de nos membres. Nous participons aussi, je ne vais pas développer parce que ça a été suffisamment développé par les deux interlocutrices précédentes, nous participons au PNSE et au groupe santé environnementale. Et puis, chaque 3 ou 4 ans, nous définissons avec nos mutuelles nos orientations stratégiques en prévention. Et ensuite, nous accompagnons nos UR, nos unions régionales, nos mutuelles et nos services de soins et d'accompagnement mutualistes dans le déploiement de ces orientations stratégiques. Alors, si je prends les dernières orientations stratégiques, nous avons deux grandes orientations qui traitent de la santé environnementale. La première, c'est la sensibilisation du grand public aux risques environnementaux, et ce, afin de leur permettre d'adopter les bons gestes pour notre santé et celle des écosystèmes. Et ça fait directement écho à ce qu'a dit juste avant le professeur Marano. Tout notre objectif, c'est de renforcer les compétences psychosociales des Français, des citoyens, pour leur permettre de s'approprier, déjà d'avoir une bonne prise de conscience des risques au quotidien auxquels ils peuvent être exposés, de les éclairer dans leurs choix et de les rendre acteurs de leur démarche de changement, et pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc nous leur proposons des alternatives qui sont réalistes, qui sont réalisables. Je pourrais en parler tout à l'heure sur le déploiement en région, mais nous leur proposons des ateliers qui sont très pratiques, très opérationnels, et qu'ensuite ils peuvent reproduire auprès de à leur domicile ou dans tous les lieux, que ce soit le travail ou l'école. Et puis ces actions, nous les menons systématiquement avec des partenaires locaux notamment. Autre grande orientation, là aussi ça fait référence à ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Marano. Nous souhaitons former les professionnels de la petite enfance et de la périnatalité. 23% de nos actions sont des actions en direction des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. Les 1000 premiers jours, donc j'y reviens pas puisque je partage complètement ce qui a été dit par le professeur Marano. Les 1000 premiers jours sur la qualité de l'air, l'alimentation, les cosmétiques. Et nous avons par exemple un programme qui s'appelle Femmes enceintes et environnement, qui est un programme qu'on construit avec la Mutualité française Hauts-de-France et une association qui est l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Nous l'avons déployé dans cette région, dont l'Occitanie, qui a signé un CEPOM sur 3 ans avec l'ARS sur ce sujet. Voilà ce que nous faisons au niveau national. Tout à l'heure, effectivement, je ne sais pas si on m'a entendu, on reviendra vers vous, Madame Salgado, tout à l'heure pour les initiatives en région. Autre grande question sur laquelle on peut s'interroger aujourd'hui, comment adapter vraiment les politiques de santé environnement selon donc les différentes spécificités régionales. En d'autres termes, et je m'adresse à Madame Toutu Picard, qu'est-ce qui est mis en place par nos élus en matière de santé environnement ? Oui, alors tout d'abord, je voulais commenter un peu ce qui vient d'être dit. Nous assistons à une véritable révolution dans la notion même que nous avions de la santé. Jusqu'au début du siècle, en fait, on pensait que la santé était essentiellement une question d'hérédité, de terrain familial, et puis peut-être aussi d'hygiène de vie.
Bien sûr que ça en fait partie, mais on se rend compte que maintenant les facteurs environnementaux sont tout aussi décisifs en fait sur la qualité de la santé de l'individu une fois adulte. Et c'est vrai que la période des 1000 premiers jours de la vie est une période où l'organisme humain est particulièrement vulnérable aux expositions aux perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai que la prise en compte de l'évolution aussi des connaissances scientifiques, et notamment sur l'impact des perturbateurs endocriniens, a fait énormément évoluer la manière en fait dont les politiques en matière de santé publique étaient appréhendées et construites. D'où maintenant la nécessité d'investir davantage sur la prévention que sur le préventif, que sur le curatif. Et le ministère de la Santé, qui culturellement est plus orienté vers le thérapeutique et le curatif, est en train effectivement d'évoluer dans cette direction-là et de s'intéresser plus étroitement avec le ministère de la Transition écologique à la question des 1000 premiers jours de la vie, d'autant plus que maintenant on sait que la dose ne fait plus le poison en matière de toxicologie. Or, nous avons encore des repères en matière de toxicologie réglementaire qui sont construits sur la théorie de Paracels, que la dose faisait auparavant le poison. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, les stratégies sanitaires découlent de tous ces constats. Et notamment que chaque région a ses particularités. L'Occitanie est alésienne, la Bretagne en a alésienne également. Madame Salgado parlait du radon. Il est évident que la Bretagne est davantage confrontée que, par exemple, la région de PACA à la question du radon. En Occitanie, on a davantage de problématiques liées au réchauffement climatique et à la réactivation des maladies infectieuses et puis des vecteurs de toutes ces maladies. On a d'autres problématiques aussi, comme la problématique de perte de fécondité masculine. Et donc, du coup, la manière dont on envisage la territorialisation de la gouvernance de la santé environnementale doit être reconstruite. Les PNSE précédents n'avaient pas suffisamment précisé la manière dont on pouvait s'y prendre au niveau des territoires. Jusqu'à maintenant, la stratégie, en fait, la politique nationale était éminemment descendante et les régions suivaient les directives de Paris. Or, maintenant, on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus interactif qui va permettre et qui a déjà commencé à permettre aux régions de reconsidérer leur stratégie à partir des bilans qui sont faits au niveau local. Dans le cadre du PNSE 4, nous avons créé. D'ailleurs, j'ai été très demandeuse de la création de ce groupe, puisque je suis une ancienne élue du territoire. La création de ce qu'on a baptisé le comité d'animation des territoires, qui est un groupe de travail, un 5e groupe de travail du GSE, pour justement travailler en collaboration avec les élus du terrain, à la manière dont on va mettre en place la future génération de PRSE, et voir comment on peut améliorer cette gouvernance à l'échelle des territoires en associant un maximum de partenaires, dont notamment les mutuelles et la mutualité française, mais également la société civile, les ONG, les Césaires qui s'intéressent à ces questions-là, toutes les agences qui existent déjà, afin qu'il y ait une vraie dynamique et qu'on fasse du sur-mesure, en fait, en termes de gouvernance territoriale de la santé environnementale. Il est évident qu'il y a des thématiques communes à toutes les régions de France, par exemple la problématique de la qualité de l'air, la problématique de la prise en charge des femmes enceintes et des 1000 premiers jours de la vie. Ça, ce sont des thématiques qui sont partagées. La problématique d'information pour responsabiliser les citoyens dans le fait qu'ils sont eux aussi acteurs de leur santé, ça, ce sont des thématiques qui sont partagées à l'échelle de la France entière. Mais comme je viens de le dire, il y a des particularités régionales qui méritent d'être prises en charge avec les financements ad hoc, et que ces dynamiques fassent l'objet de retours au niveau national pour pouvoir consolider, enfin avoir un document consolidé de toute la politique nationale
qui soit à la fois centralisée et en même temps qui soit construite à partir des remontées du terrain. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce comité d'animation des territoires. Il y a déjà un outil qui est à la disposition des élus, plus particulièrement, qui s'appelle le territoire engagé pour mon environnement et ma santé. Il existe depuis 2019. J'avais aussi été très demandeuse de cet outil qui permet de faire un bilan sur toutes les initiatives qui existent déjà fort intéressantes pour que l'on puisse avoir un partage des expériences heureuses et malheureuses. Donc il y a déjà cet outil, mais il nous reste à réfléchir et à avancer sur le contenu, l'amélioration de cette gouvernance. Là aussi, le qui fait quoi, bien préciser comment on peut s'organiser de façon à être efficace. La question de la gouvernance, elle est essentielle. On y reviendra avec la position de Mme Marano, Mme Salgado dans un instant. Mais juste, vous avez donné quelques éléments, Mme Toutut-Picard. Je voudrais quand même préciser le contexte en Occitanie. C'est important, on est à Toulouse. Plusieurs points. Donc, ce qui caractérise notre région, c'est un dynamisme démographique, un contraste entre urbain et rural. Espérance de vie parmi les plus élevées de France, mais avec des disparités interrégionales. Une vulnérabilité accrue aux risques naturels et au changement climatique, vous l'avez dit. Activité agricole très importante, mais une activité industrielle concentrée dans l'agglomération toulousaine. Si on s'intéresse aux pathologies, à présent, une augmentation des cas de cancer avec une évolution particulièrement préoccupante pour le cancer du poumon et le mélanome, vous l'avez dit il y a un instant, Mme Marano. Des taux élevés d'hospitalisation pour asthme et un fort taux risque d'allergie au pollen dans certains départements. Une augmentation régulière de l'incidence de la maladie de Parkinson. Notre région est particulièrement concernée également par des risques de pathologies infectieuses émergentes liées aux risques environnementaux. Et puis, vous l'avez dit, Mme Toutut-Picard, la problématique de stérilité masculine. Il y a un point positif qu'on peut noter quand même, c'est la tendance à la baisse pour les maladies cardiovasculaires en ce qui concerne la région Occitanie. Autre élément important à noter, la qualité de l'air. Vous l'avez dit, Madame Marano, 490 décès pourraient être évités, mais comment? C'est la question qu'on se pose. Et puis l'autre notion importante, c'est le bruit. Le bruit, c'est une préoccupation majeure en progression et des effets sur la santé et le bien-être. Comment travailler là-dessus, Madame Marano? Eh bien, effectivement, c'est une des problématiques qu'on a mis en avant. Le bruit est dans les enquêtes d'opinion et les baromètres qui sont malgré tout faits depuis des années en France sur le ressenti de la population concernant les risques environnementaux, le bruit est un des facteurs principaux. Donc, il faut agir sur le bruit. Excusez-moi. Prenez un verre d'eau. Sur les aléas du direct. Voilà, absolument. Donc il faut agir sur le bruit. Est-ce que je vais retrouver ma voix? Oui. Le bruit et la qualité de l'air. La qualité de l'air. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà, ça va mieux. Donc, il faut agir sur le bruit. Donc, nous l'avons demandé dans le cadre du PNSE 4. Et il y a déjà des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. Et un des éléments qu'on a mis en avant dans le cadre du PNSE 4 également, c'est d'associer tout ce qui est nécessaire pour la transition énergétique, c'est-à-dire l'amélioration des habitations sur la transition, enfin pour avoir une meilleure qualité énergétique des bâtiments, avec la problématique de l'acoustique et du bruit. Donc faire en sorte que quand on rénove un bâtiment, un logement, eh bien on associe, au lieu de faire ça, donc ne pas se préoccuper du tout de cette question, donc quand on transforme le logement ou le bâtiment en termes énergétiques, et c'est un des points qu'il faudrait absolument prendre en compte dans le cadre de ce développement du PNSE 4. Comment ça se traduit, les perturbations sonores sur la santé? Ça a quel effet finalement concrètement? Ça a des effets tout à fait importants, en particulier chez les enfants à nouveau. Ça a été bien montré dans le domaine scolaire.
Donc, le problème du bruit dans les écoles est vraiment déterminant. La qualité de l'air dans les écoles, hein, je l'associe, hein, puisqu'on parlait de cette problématique énergétique, hein, qui sera donc certainement mis en œuvre, puisque ça a déjà commencé, pour rénover les classes. Eh bien, il faut y associer cette question de la prévention vis-à-vis du bruit dans les classes, dans les cantines en particulier, aussi dans les cours de récréation. Et ça a un effet sur la capacité des enfants à apprendre. Comme d'ailleurs une mauvaise qualité de l'air dans les écoles a un effet sur la capacité des enfants à apprendre. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à cet élément de qualité de l'air extérieur, mais on parle peu ou on a peu conscience de l'impact d'une mauvaise qualité de l'air en intérieur, alors qu'il suffit juste, et il faut insister là-dessus, dans les logements, dans les écoles, de trouver des systèmes d'aération, enfin d'aérer tout simplement, ouvrir les fenêtres, et ça c'est très important. Absolument. Pas seulement d'ailleurs d'aérer en ouvrant les fenêtres. Dans de nombreux bâtiments, il est difficile d'ouvrir les fenêtres, y compris dans les bâtiments scolaires. D'où toute la problématique qui est en cours actuellement sur les détecteurs de CO2. C'est donc nous d'ailleurs, au Conseil de santé publique en particulier, qui avons lancé à cause de la pandémie cette nécessité de utilisé comme marqueur de l'aération, de la qualité de l'air, et y compris donc pour donc la concentration en pathogènes, et c'est particulièrement vrai pour le coronavirus, hein, mais pas seulement. Pour tous les pathogènes, pour tous les contaminants de l'air intérieur. Donc nous avons proposé qu'il y ait effectivement des équipements en détecteur de CO2, des contrôles sur l'aération. Mais pas seulement dans les écoles, c'est quelque chose qui doit être généralisé. C'est-à-dire pour tous les établissements relevant du public, mais aussi donc chez chacun d'entre nous. Dans les entreprises. Oui. Et même dans les logements, bien évidemment. C'est quelque chose de fondamental. On n'a pas conscience à quel point la qualité de l'air intérieur peut intervenir sur les pathologies. Alors, bien sûr, en particulier sur les très jeunes enfants. Hein. Et donc l'asthme, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un des facteurs donc cette qualité de l'air intérieur, mais pas seulement. Et la concentration en gaz carbonique que nous émettons par la respiration, donc jusqu'à un certain niveau, donc dans les écoles, il a été montré que ça diminuait aussi les capacités d'apprendre. Alors, fort de ces caractéristiques sur l'Occitanie dont on vient de parler, quelles sont les mesures phares mises en œuvre sur lesquelles on va insister davantage sur le plan régional, cette fois, de santé et environnement pour notre région plus spécifiquement? Je m'adressais à Madame Salgado, puisque la mutualité s'engage au niveau national, vous l'avez dit il y a un instant, en matière de prévention pour limiter les effets de l'environnement sur notre santé. En région, la mutualité est également un expert reconnu sur le sujet. Un certain nombre d'actions ont été et sont toujours déployées en local. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, volontiers. Alors, comme je disais tout à l'heure, en moyenne, chaque année, 8000 actions de prévention sont déployées sur le territoire. Donc, je vais vous éviter la liste à l'après-vert, ce serait bien trop long et peut-être même beaucoup trop fastidieux. Non, ce que je peux vous dire, c'est que, alors déjà, nous agissons rarement seuls. Nous avons vraiment à cœur de développer des partenariats avec les acteurs locaux pour coller au plus près des spécificités territoriales. Alors, qui sont nos partenaires habituels, les plus courants? L'ADREAL, l'ARS, les collectivités territoriales, dont les mairies, les associations, et puis nous participons aussi au groupe de travail des PRSE. Qu'est-ce qu'on fait aussi en région? Alors, nous incitons fortement nos collaborateurs à passer un diplôme universitaire en santé environnementale. Et nous, si je regarde juste sur l'année dernière, pour être un petit peu plus concrète, alors en 2020-2021, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons moins mené d'actions de prévention, en particulier en 2020. Mais la moitié des actions que nous avons pu mener, c'était soit des ateliers qui duraient 2 heures environ, qui sont des groupes d'information
sur la qualité de l'air intérieur, sur l'alimentation, sur les perturbateurs endocriniens, les cosmétiques, les ondes aussi. Et puis, un quart de nos actions, parce que c'est un peu notre spécificité, un quart de nos actions sont des diagnostics individuels au domicile des personnes qui sont réalisés par les conseillers en environnement intérieur sur la qualité de l'air intérieur. Donc, il y a 3 régions qui ont des conseillers en environnement intérieur. C'est pas l'Occitanie, je suis désolée, mais on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se rendent au domicile des patients qui ont une prescription de leur médecin, que ce soit un allergologue, un ORL, un pédiatre ou un dermatologue pour la plupart des cas, et ils vont réaliser des prélèvements. Donc ils vont prélever des moisissures, de la poussière, ils vont prélever toutes sortes de choses qui vont leur permettre d'établir un diagnostic, et ensuite ils vont mesurer les allergènes qui sont présents et les particules ou les composants qui pourraient être néfastes pour l'environnement, pour la santé environnementale. Et ensuite, ils proposent des mesures d'éviction des polluants domestiques, des mesures pour adapter l'habitat. Donc, ça a été des mesures sur l'aération, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la présence aussi de polluants, de solvants, par exemple, de peinture qui sont néfastes pour l'environnement. Donc là aussi, c'est comme toujours, c'est en partenariat avec des acteurs locaux, et là, ici, c'est avec les ARS avec qui on signe un contrat sur ce sujet. Pour parler peut-être plus spécifiquement de l'Occitanie et être un peu concrète, j'évoquerai peut-être que deux initiatives de cet atelier. Le premier, c'est sur l'alimentation. Ça s'appelle Mon environnement au cœur de l'assiette. Et là, l'idée, c'est pour les participants à cette action de prévention, c'est de leur faire prendre conscience que nos habitudes alimentaires ont un impact sur notre santé, mais aussi sur notre environnement. Donc, on réfléchit avec eux à ce qu'est l'alimentation durable, ce qu'est l'anti-gaspi. On leur montre aussi quelles sont les grandes différences entre une alimentation industrielle et une alimentation fait maison. Et donc c'est un diététicien spécialisé qui propose cette action de prévention. C'est 4 séances de 2 heures, donc c'est quand même quelque chose qui est assez long, qui est espacé, qui permet donc aux personnes de revenir avec leurs questions. Ça, c'est le genre d'action de prévention aussi qu'on veut de plus en plus développer. C'est pas une action comme ça un petit peu ponctuelle, one shot, mais vraiment on suit sur un temps qui n'est pas court, qui n'est pas non plus démesurément long, puisqu'il faut maintenir la motivation des personnes, mais en tout cas on essaye de les revoir, on leur propose des rendez-vous réguliers pour consolider tout ce qu'ils ont appris lors des ateliers précédents. Autre initiative qui est un peu plus originale peut-être, c'est un escape game qui s'appelle La santé en énigme. Alors là, on fait jouer les participants. Ils se retrouvent sur une planète, qui est la planète jumelle de la Terre, et qui est ils se retrouvent en 2030 dans une planète où en fait la vie s'est développée comme sur la Terre, mais avec 100 ans d'avance. Donc on se retrouve finalement en 2130, et durant 1 heure, les participants à cet escape game vont devoir sauver la Terre, celle d'où ils viennent, et déterminer quelles seront les bonnes actions pour limiter les comportements néfastes à leur santé et à l'environnement. Et donc tous les comportements qui ont provoqué les dégâts qu'ils observent sur cette planète jumelle de la Terre. Et donc en fait, voilà, on est en plein phénomène Don't Look Up. Moi, ça me fait penser à ça quand je regarde cet atelier, mais c'est vraiment une occasion de mettre en perspective, en fait, de voir quels sont les impacts sur le long terme, et pas uniquement sur notre propre santé à nous, mais la santé finalement des générations futures, de nos comportements actuels. Voilà, c'est quelques petites initiatives ponctuelles, mais encore une fois, nous en avons un certain nombre, donc je vous invite à aller voir sur nos sites internet tout ce qu'on peut déployer sur les territoires. Merci Madame Salgado. On va passer dans quelques minutes, 5 minutes, à notre session questions-réponses. Mais une dernière question avant cela, Madame Toutu-Picard, vous avez présidé, vous l'avez dit, une commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue lors du dernier trimestre 2021. Vous avez établi un rapport avec une 60aine de propositions, dont certaines ont été reprises dans le PSE 4. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, alors cette commission d'enquête s'est déroulée fin 2020, 64 auditions.
très concise, parce que nous avions très peu de temps, et en même temps, beaucoup de choses qui en sont ressorties. Ont été auditionnés, bien sûr, un bon nombre de parties prenantes du groupe Santé-Environnement, mais également d'autres acteurs de la santé environnementale et notamment beaucoup d'élus des territoires, régions, conseils départementaux, grandes métropoles, pour faire vraiment un tour d'horizon complet, des ministres également, les administrations centrales. Bref, on a vu défiler vraiment tous les acteurs, tous ceux qui de près ou de loin travaillent sur ces questions santé-environnement. Comme je le disais tout à l'heure, l'impression générale qui en est ressortie. Côté négatif, on va dire un sentiment un peu d'impuissance devant la complexité des problèmes. Parce que vous savez que quand on commence à parler de santé-environnement, on s'attaque à des problèmes dits systémiques. Et en plus, avec le rajout de cette couche supplémentaire qui a été confirmée dans le cadre par la pandémie, de la nécessité d'aborder la question en termes d'une seule santé, c'est-à-dire la santé des humains dépend également de la santé des animaux et de la santé des écosystèmes. Tout cela fait que le sujet est éminemment complexe et donc tous les acteurs ont exprimé cette difficulté, mais en même temps le côté positif c'est que les connaissances évoluent beaucoup et il y a une mobilisation interdisciplinaire entre chercheurs, entre enseignants, mais également interprofessionnels, que ce soit les médecins, les vétérinaires, les aménageurs de territoire, les élus et tous les acteurs en fait de la société civile. Donc, à la fois beaucoup de bonne volonté, mais un gros problème d'organisation, que ce soit à l'échelle nationale, comme je le disais tout à l'heure, 34 plans sectoriels qui travaillent en plan silo, donc avec des redondances et des trous dans la raquette. Et puis on peut se poser la question de l'efficacité en fait d'une telle organisation. En France, on a tendance à créer un plan national chaque fois qu'on est confronté à une difficulté ponctuelle, c'est-à-dire plus sur un mode réactif ou réactionnel. On a un problème avec l'amiante, hop, on a un plan amiante. On a un problème avec la chlordécone, allez, un plan chlordécone. Bien sûr, c'est efficace et c'est indispensable. Le souci, c'est qu'on perd de vue la vision d'ensemble en fait de la stratégie nationale. Donc c'est ça aussi qui a été verbalisé par les personnes auditionnées. Un autre problème, donc gouvernance à la fois à Paris, mais également dans les territoires. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi là aussi. De fait, dans les faits, en fait, c'est le trio préfecture, conseils régionaux et ARS qui portent les démarches dans les PRSE régionaux. Mais pourquoi ces trois-là ? Ils sont indispensables, mais il y a d'autres participants qui demanderaient aussi à apporter leur contribution au bilan et à la fois aux actions et aux stratégies que l'on peut développer sur le terrain. Deuxième problématique qui est apparue aussi, une problématique de gestion de données. Beaucoup de données, mais peu ordonnées, peu organisées. Que ce soit du côté santé ou que ce soit du côté transition écologique. Vous savez que les démarches de santé environnementale sont bien sûr placées sous l'autorité des deux ministères, santé et transition écologique. Et chacun de ces ministères, chacun de ces domaines d'intervention a son type d'organisation des données. Et la difficulté, c'est de rapprocher toutes ces données pour pouvoir étayer en fait le choix des politiques et voilà, permettre d'avoir une idée, d'abord un bilan exact des situations. Quand on a un cluster, par exemple, de cancer pédiatrique, est-ce que c'est dû au mauvais hasard, à pas de chance, ou est-ce que c'est dû à des problématiques environnementales? Et pour cela, il faut avoir des bases de données solides qui permettent d'avoir des conclusions pour pouvoir ensuite définir des stratégies d'intervention. Alors ça, dans le PNSE4, ça a été repris, puisqu'il y aura une espèce de grande base de données, un Data Health Center, sur la base de ce qui existe déjà du côté du ministère de la Santé, mais qui permettra de récupérer les données des deux secteurs et de pouvoir tirer des conclusions. Ensuite, une autre problématique qui est arrivée très très vite dans la conversation, c'est la problématique de la formation des acteurs. Les premiers à être sous-formés, sous-informés, ce sont les médecins, les professionnels de santé. Donc ça, dans le plan, dans le PNSE4, on a lancé quelque chose d'hyper intéressant
Et c'est différent par rapport à tout ce qui était un peu incantatoire dans les PNSE précédents, c'est-à-dire qu'on est enfin passé aux actes et que dans la première partie du premier cycle des études des étudiants en médecine, il y aura un module obligatoire de formation à la santé environnementale dont le contenu aura été défini par tous les doyens des facultés de médecine de France. Donc ça, la dynamique est déjà bien lancée et je suis quasiment sûre et je ferai en sorte qu'elle soit réellement effective. Merci. Mais au-delà de la formation des médecins, il y a tous les professionnels de santé. On parlait tout à l'heure des 1000 premiers jours de la vie, donc la petite enfance. Il y a également tous les élus. Donc là aussi, on est en train de travailler avec le centre de formation du personnel des collectivités territoriales pour qu'il y ait un module aussi qui soit mis à la disposition. Et à partir de là aussi, généraliser à tous les professionnels qui de près ou de loin interviennent. Tout à l'heure, Madame Marano insistait sur la problématique de qualité des bâtiments et de l'air intérieur. Cela relève aussi de l'aménagement du territoire, des architectes. Et donc, il y a bien une nécessité d'apporter cette formation à tous les professionnels qui de près ou de loin interviennent sur la santé environnementale. Et comme on l'a vu, Madame ils sont Toutu, fort nombreux. je vais vous couper parce qu'on va passer à la session questions-réponses. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc on passe tout de suite à cette session questions-réponses. Et justement, la première question vous est adressée, Madame Toutu-Picard. Alors, essayez chacune de répondre de façon assez synthétique parce qu'on a beaucoup de questions, de réactions. Merci à vous qui nous suivez en direct ce matin. Madame Toutu-Picard, comment opérer au mieux le changement de paradigme qui ferait glisser une partie de la responsabilité individuelle et comportementale majoritairement représentée dans les campagnes en santé publique aujourd'hui, exemple tabac et maladies cardiovasculaires ou cancer, vers une responsabilité et l'action collective en santé environnementale? Oui, alors il y a deux questions dans la même question. Je dirais que les problématiques classiques de santé publique, comme le tabagisme, l'alcoolisme ou toutes les dépendances, relèvent bien sûr de l'intervention du gouvernement, mais relèvent surtout de la responsabilité de l'individu. Donc on va proposer à l'individu d'essayer de se sevrer pour rétablir sa santé. Tout à l'heure, Madame Marano parlait des pollutions, inodores, incolores, et souvent sans saveur, que nous subissons, la pollution subite. Et celle-là, elle est extrêmement injuste et inégalitaire. Et elle touche, alors quand je dis inégalitaire, elle touche de façon très différente la population des villes ou la population de ruralité. Là, il y a un partage, je dirais, des responsabilités entre l'État, mais également avec aussi les citoyens qui, à travers leurs habitudes de vie, la vigilance qu'ils peuvent apporter dans leur choix de consommateurs aux produits qu'ils achètent peuvent orienter aussi les process de fabrication. Voilà, parce qu'il y a en arrière-plan des problématiques de santé environnementale, des problématiques aussi économiques. Quid des pesticides, quid de la survie économique du monde paysan, du monde des agriculteurs, comment arriver à faire évoluer aussi les pratiques des agriculteurs pour éviter que nous pâtissions en fait de ce recours extrême aux intrants. Quand on parle de révolution culturelle, de changement de paradigme, il faut que tous les acteurs évoluent en même temps. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'on essaye à travers des politiques publiques d'influencer par le biais de certaines démarches pour orienter en fait l'amélioration et les prises de conscience et la responsabilisation, mais il faut que tous les acteurs et le monde de l'économie aussi évoluent en même temps que le monde de la santé et de l'environnement. Et c'est pas une mince affaire. Oui, justement, la question suivante s'adresse au professeur Marano. Les pesticides ont un impact majeur sur la qualité des sols. Cet impact se répercute sur la biodiversité, mais également sur la qualité nutritionnelle de nos aliments. Comment s'en protéger ?
Eh bien, en diminuant leur utilisation, il n'y a pas trop d'autres solutions, effectivement. Il faut changer les pratiques agricoles. J'ai participé au Grenelle de l'environnement. C'était une des demandes majeures que nous avions. Diminuer de 50% l'utilisation des pesticides. Bon, il y a eu des efforts tout à fait conséquents qui ont été faits par les agriculteurs. Moi, je n'aime pas l'agribashing, hein, mais donc ça n'est pas encore suffisant. On comprend que c'est difficile de changer les pratiques agricoles, mais aller vers plus de bio, c'est absolument nécessaire. Alors ça implique un effort de la collectivité nationale, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs à se transférer vers le bio, hein, et de façon à ce que aussi, puisque la productivité est sans doute moins bonne quand on va vers le bio, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais j'imagine, donc les aider, c'est absolument important, essentiel, et puis donc pour nous, les consommateurs, également aller vers des produits de meilleure qualité. Accepter de les payer un peu plus cher, peut-être. Ben oui, mais malgré tout, peut-être moins, mais de meilleure qualité. Autre question qui s'adresse à vous trois, mesdames. Pourquoi, question globale, donc pourquoi ne pas inscrire la santé environnementale dans le cursus scolaire des lycées ou des collèges ? C'est une préoccupation. Je suis une enseignante, hein, forcément, en tant qu'universitaire. Hein, et donc, c'est une préoccupation majeure. Donc, il faut qu'on puisse faire entrer ça, effectivement, dès le plus jeune âge, dans les enseignements à l'école. Alors, il y a déjà une volonté de beaucoup d'enseignants de sensibiliser les enfants à travers toutes sortes d'actions, hein, donc dans des ateliers. Mais il faudrait que ça soit mené de façon assez systématique dans toutes les écoles, en particulier les écoles primaires, pour que dès le plus jeune âge, il y ait une sensibilisation à cette question de la qualité environnementale et de ses effets sur la santé, mais aussi, comme l'a dit Elisabeth Toutu-Picard, cette problématique du fait que nous vivons dans un monde où la biodiversité agit sur notre santé et nous agissons sur la biodiversité. Il faut que ça soit vu globalement. Mais les enfants sont très sensibles à ces questions-là. Alors, la gouvernance, la question de la gouvernance, Madame Toutu-Picard en a largement parlé. Je voudrais votre réaction, Madame Marano et Madame Salgado. Quelle nouvelle gouvernance peut-on espérer à l'issue des élections présidentielles là, qui se tiennent dans quelques semaines et du nouveau gouvernement qui sera mis en place ? Bien, donc disons dans le domaine de la santé environnementale, ce que nous disons, nous les experts et les chercheurs, les politiques, les associations qui s'intéressent à ce domaine, c'est que d'abord c'est interministériel. Il faut que ça soit considéré non seulement entre le ministère de la transition écologique et le ministère de la santé, mais aussi le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, qui sont déjà un peu impliqués, mais pas suffisamment, mais les autres ministères également. Donc, une structure interministérielle. Nous avons fait une proposition d'un office national de la santé environnement, qui pourrait être associé à l'Office national de la biodiversité, qui donc aurait en fait cette vision globale sur l'ensemble des actions au niveau national qui sont menées. Mais je voudrais revenir sur l'échelon régional et local. Nous sommes en train d'évaluer les plans nationaux santé-environnement depuis qu'ils ont été créés, donc les politiques nationales en santé-environnement au Haut Conseil de santé publique et également les PRSE, les plans régionaux. Et ce que nous voyons, c'est que les actions concrètes, eh bien, elles se font au niveau régional, au niveau local, plus que donc finalement au niveau national. Voilà. Donc une grande importance des régions et des collectivités pour faire en sorte de faire évoluer les choses. J'aimerais avoir la réaction, le sentiment de Madame Salgado, sa position sur la question de la gouvernance, justement.
Oui, alors je vais vraiment m'inscrire complètement dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Ce qui est vrai pour la santé publique d'une manière générale l'est particulièrement vrai pour la santé environnementale. On dit que seulement entre 15 et 20% de notre état de santé est déterminé par le système de santé. Tout le reste, ce sont des facteurs qui sont en dehors du système de santé. Et nous, notre conviction assez forte, c'est de dire que la politique de prévention, la politique de santé publique, la politique de santé environnementale, elle doit être placée à un niveau interministériel. Donc ça, je m'inscris complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Et pour autant, il y a aussi des niveaux de mortalité prématurée, alors qui ne sont pas tous le fait de facteurs environnementaux, mais en partie. On a des niveaux de mortalité prématurée, des écarts entre les territoires qui sont vraiment très très importants. Et donc il y a vraiment une déclinaison de cette politique que nous souhaitons interministérielle, donc placée au niveau du Premier ministre. Il faut une déclinaison en région de cette politique qui soit au plus près des spécificités des territoires. Et quel est l'acteur en région qui est celui qui a une vision la plus transversale des enjeux de politique publique, que ce soit le transport, le logement, l'éducation, et j'en passe, l'agriculture, l'industrie, c'est la région, c'est la collectivité territoriale qui est la région. Et donc nous avions proposé dans le cadre du Ségur de la santé que la politique de prévention, la politique de santé publique soit transférée des ARS aux régions, aux collectivités territoriales, donc avec les moyens et les ressources nécessaires évidemment. Et la région, elle est la seule à avoir à être en capacité de concilier des impératifs, par exemple d'ordre économique ou d'ordre, voilà, par exemple avec l'agriculture ou les industriels de son territoire. Donc concilier ces impératifs d'ordre économique avec des impératifs de santé publique, si elle est mise en responsabilité de pouvoir contractualiser sur des enjeux nationaux de santé publique, de devoir les décliner et ensuite de devoir rendre des comptes auprès des acteurs nationaux, mais auprès de ses électeurs aussi. Donc pour nous, la région est aussi, en tout cas, le bon niveau pour décliner des politiques, mais qui auraient été définies au niveau national et au niveau interministériel. Une question que j'ai envie de vous adresser, Madame Marano et Madame Toutut. Oui. Oui. Allez-y, je vous en prie. Madame Paniche, est-ce que je pourrais prendre la Bien parole? sûr, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Oh, très bien. Alors, une petite précision déjà sur la formation des jeunes dans le PNSE 4. Il y a un module de formation qui est donné dans le cadre du SNU, vous savez, le service national, et dans les journées de citoyenneté, vous savez, de formation à la citoyenneté. Donc, il y aura désormais un module de santé environnementale pour toucher en fait les très jeunes, quasiment les ados, 16 ans. Deuxième chose, sur la gouvernance, l'organisation de la gouvernance. Moi, je suis très, très demandeuse, et c'est d'ailleurs la première des propositions que j'ai pu faire en tant que présidente de la commission d'enquête, que soit créé un poste que j'ai baptisé, moi, de délégué interministériel, rattaché carrément au Premier ministre, pour pouvoir assurer justement cette transversalité entre les ministères, puisque par définition, la santé environnementale concerne énormément de problématiques et de thématiques portées par les ministères. Et également, je voudrais qu'il y ait, alors Madame Marano a parlé d'un observatoire national, j'entends parler plutôt d'un conseil national, santé et environnement, en tout cas un organisme qui soit connu, officiel, et qui porte la santé environnementale au vu et au su de la population, parce que quand on parle du GSE, personne ne connaît le GSE. Le PNSE, je ne suis même pas sûre que l'homme de la rue soit tout à fait au courant que l'État, les gouvernements successifs se soient emparés de cette question-là. Donc il faut vraiment communiquer, créer d'abord ce Conseil national santé-environnement et communiquer largement sur son existence et sur ses missions et puis les moyens également. Ensuite, pour ce qui est de qui fait quoi en région. Alors moi je serais un peu plus nuancée que Madame Salgado, excusez-moi Madame Salgado, parce que je me suis posé la question de savoir quel était le meilleur échelon pour la prise en compte de toute la démarche santé environnementale. Effectivement, les régions ont une vue d'ensemble très élargie sur les problématiques d'agriculture, sur les problématiques de transport, de bâtiments, d'aménagement des territoires. Mais je m'interroge parce que
il ne faut pas oublier quand même que les conseils régionaux, ce sont des élus qui sont à la tête. C'est-à-dire qu'il y a ce risque latent de politisation, de récupération politique en fait, hein, je le dis carrément, parce que dans le cadre de la commission d'enquête, on a bien vu ces grosses différences qui pouvaient exister dans la prise en compte par les régions des questions de santé environnementale. Et c'est très souvent personne dépendante en fonction de l'intérêt que le président ou la présidente de la région en question porte sur la santé environnementale. Alors peut-être faudrait-il effectivement que ce soit l'échelon régional, mais il ne faut pas non plus enlever cette responsabilité complètement aux ARS, même si culturellement elles sont formées au curatif plus qu'au préventif, mais je pense qu'il faut arriver à trouver des complémentarités pour limiter l'impact à caractère politique, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la couleur politique, pour qu'il n'y ait pas une récupération, et puis ensuite éviter le risque qu'il y ait de grandes inégalités d'une région à l'autre en fonction du degré d'investissement des présidents ou des présidentes de conseils régionaux. Et puis il faut savoir également que les maires qui ont actuellement la compétence de sécurité et de salubrité publique n'ont pas envie de lâcher cette compétence de salubrité publique. Alors la question aussi juridique et législative, c'est qu'il n'existe pas actuellement officiellement de compétences en matière de santé environnementale données aux collectivités territoriales. Il y a une compétence santé qui existe et qui est partagée entre régions, ARS, DREAL, mais il n'existe pas de compétences officielles de santé environnementale. J'ai bien essayé de la faire raccrocher à la dernière loi portée par la ministre des collectivités territoriales, la loi 3D. Je n'ai pas réussi. Bon, c'était peut-être pas encore suffisamment mûr, mais j'espère fort qu'avec la réflexion qui est lancée dans ce fameux comité d'animation des territoires du PNSE 4, on arrivera à trouver une solution, en fait, à identifier quel est le bon niveau de gouvernance et ensuite à faire officialiser une compétence santé environnementale qui soit partagée entre tous les acteurs du terrain. Alors, PNSE 1, PNSE 2, 3, 4, plan établi en lien avec les autres démarches structurantes du domaine santé-environnement. On pense à la stratégie nationale de santé, on pense à la stratégie nationale de recherche, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan éco-phyto, le plan micropolluant. Bref, Madame Arnaud, quelle est la place de ce PNSE réellement dans ce panorama de plans divers et variés aujourd'hui? Oui, bien, Madame Touty-Picard a déjà évoqué cette question, hein, des plans sectoriels, ils sont très nombreux et on a tendance effectivement à faire un plan à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose en France. Nous avions demandé depuis longtemps que ce plan national santé-environnement qui au départ a été créé en France en 2004, le premier, parce qu'au niveau européen, il a été décidé qu'il y ait de tels plans dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, c'est plus vraiment le cas actuellement, mais malgré tout, il y a partout donc des structures étatiques qui se sont organisées autour de la santé-environnement. Et donc en France, ce qu'il faut, c'est que ce plan, qui peut changer de nom, qui peut devenir une stratégie, ça a été le cas pour le plan cancer, qui est devenu une stratégie nationale cancer, hein. Donc ce plan soit effectivement un plan chapeau, c'est-à-dire donc ayant vraiment la nécessité de coordination de tous les plans sectoriels. C'est absolument nécessaire et on peut espérer que le PNSE 4, qui a d'ailleurs été décrié par certains spécialistes également, hein, il faut en avoir conscience, ce PNSE 4 permette d'organiser de façon plus efficace le travail entre tous ces plans sectoriels. Tous les 5 ans, pour quelle raison ?
Bon, la stratégie donc nationale cancer est devenue une stratégie sur 8 ans. Moi, je serais favorable à ce qu'il y ait un allongement, effectivement, d'autant plus que si on veut réellement faire un suivi de l'impact des actions, des plans, eh bien, il faut un pas de temps, surtout dans ce domaine, suffisant pour pouvoir le voir. On a mis en place, donc de plus en plus maintenant, une capacité à traiter toutes ces données quand il a été demandé de faire en sorte qu'il y ait justement une plateforme pour les réunir toutes, parce qu'il y en a énormément, en particulier sur l'exposition à tous ces facteurs environnementaux, les impacts sur la santé, c'est plus compliqué, donc, et d'associer les deux, eh bien, donc, il faut qu'il y ait la possibilité de suivre sur un temps suffisamment long, pour pouvoir avoir une idée de l'impact réel de ces actions. Alors, on n'a pas cité un programme très important qui a été mis en place dès le deuxième PNSE, le programme national de biosurveillance de la population française, et entre autres, pas seulement, mais entre autres en termes d'imprégnation de la population à des polluants environnementaux. Eh bien, il commence à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'on sait que la population française est imprégnée par un certain nombre de contaminants environnementaux. Si on veut savoir si des actions de diminution des expositions, on parle des pesticides, les perturbateurs endocriniens, sont effectivement efficaces, si l'argent public est bien dépensé, il faut pouvoir avoir un suivi sur un temps suffisamment long. Alors, une question en lien direct avec ce que vous nous exposez à l'instant, Madame Marano. Est-ce qu'il existe une réelle prise de conscience collective sur l'importance des 1000 premiers jours sur la santé globale des enfants et la construction de leur santé future? Est-ce que les actions actuelles sont suffisantes? Il y a un bon début. Nous n'avons pas évoqué un site qui a été mis en place par Santé publique France, donc la structure au niveau national qui d'ailleurs chapeaute les ARS, qu'on a déjà évoqué, et qui donne aux jeunes parents toutes les informations de façon très pédagogique sur cette problématique des 1000 jours, et en particulier en termes d'exposition aux facteurs environnementaux. Et pas seulement, aussi la nutrition, la nécessité des exercices physiques même pour les jeunes enfants, etc. Donc c'est très très large, et c'est sur le plan pédagogique, je pense, très très bien fait. Donc ça, c'est des actions qui ont démarré. Avant, il s'appelait Agir pour bébé, et c'est devenu les 1000 jours. Donc voilà, mais ça ne suffit pas. Et je pense que les initiatives de la Mutualité française en ce qui concerne l'information, les ateliers, vers aussi les professionnels de santé, dans les crèches, les PMI, également les sages-femmes, bien sûr, il ne faut pas les oublier. C'est un élément très important pour les jeunes parents d'information, et pour les femmes enceintes. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, mais il faut que ça soit continué, et surtout qu'il y ait des moyens financiers et en personnel aussi, les moyens humains, parce que dans ce domaine de la santé-environnement, ça a été dit là, tout à l'heure également, eh bien, dans les ARS, par exemple, on manque vraiment de moyens humains. Il y a des ingénieurs en santé-environnement dans les ARS, mais en nombre insuffisant, et au niveau national, c'est la même chose. Dans les agences, à l'ANSES, à Santé publique France, on manque suffisamment de personnel pour cela. D'où l'importance de la formation aussi auprès des médecins, mais pas que. Bien sûr. Et puis, on n'a pas évoqué la problématique de la recherche. Si les choses ont évolué dans ce domaine en France comme dans le monde, c'est grâce aux chercheurs. Pour avoir travaillé toute ma carrière scientifique sur ces domaines, et effectivement, je peux vous dire que dans les années 80, on avait très peu de conscience de cet impact des pollutions diffuses sur la santé. On connaissait les pollutions
pollution pour les travailleurs et leurs impacts donc pour la santé, mais les pollutions diffuses, c'était beaucoup plus compliqué à aborder. Il y a eu vraiment un apport extrêmement important de la recherche. Il faut qu'elle soit soutenue et ensuite que la recherche soit prise en compte dans les politiques publiques via l'appropriation par, donc en particulier, les acteurs de la société que sont par exemple les associations et donc des structures comme l'a fait donc la Mutualité française. Nous sommes en plein PNSE 4 qui va courir jusqu'en 2025, qui sera suivi, on l'imagine, d'un PNSE 5. Peut-être pas, ce sera peut-être une stratégie nationale plus longue, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne dépend pas de moi en tout cas. On suivra cette question. Nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais vous remercier toutes les trois, mesdames, d'avoir participé à ce débat très intéressant. Vous remerciez vous aussi qui vous êtes connectés tôt ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et merci.